Merci Monsieur Carpentier. La parole est à Monsieur Philippe Noguès pour le groupe SRC pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. En 1906, à cette même tribune, Jaurès et Clémenceau s'affrontaient au sujet de la responsabilité des compagnies minières. Près de 1100 ouvriers venaient de mourir dans les mines de Courrières, près de Lens, dans ce qui reste, jusqu'à ce jour, la catastrophe industrielle la plus meurtrière dans l'histoire de notre pays. Et dans les jours qui avaient précédé le drame, les syndicats avaient pourtant alerté sur le risque. Des signes avant-coureurs avaient été enregistrés. Bref, la catastrophe aurait pu être évitée. Au lendemain du drame, 3 questions animaient la classe politique. Qui est responsable? Comment pourra-t-on indemniser les victimes et leurs proches? Que faire pour éviter qu'à l'avenir, une catastrophe similaire ne se reproduise? Les partisans d'une meilleure protection pour les salariés, d'un régime de sanctions plus dur et plus efficace contre les responsables, de la mise en place de véritables mesures de sécurité et de prévention minière, se heurtaient déjà aux arguments des grands propriétaires industriels de l'époque et de leurs représentants politiques, santé économique des compagnies minières françaises, pouvoir d'achat des Français, prix du charbon, difficulté de mise en œuvre de ces mesures, et j'en passe. Ainsi, malgré le choc, il aura fallu des années avant que la protection des mineurs devienne une réalité. Et comme souvent, l'histoire se répète tragiquement. Si aujourd'hui, les coups de grisou font malheureusement partie de notre histoire, les catastrophes industrielles et humaines n'ont pas disparu, même si elles ont désormais lieu à plusieurs milliers de kilomètres de Courrières. Mes collègues ont déjà évoqué la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, dans laquelle près de 1200 personnes sont mortes. Dans les décombres de l'usine, des étiquettes de marques françaises ont été retrouvées. En Inde, 30 ans après la catastrophe de Bhopal, les victimes n'ont toujours pas été correctement indemnisées. Au Qatar, les chantiers de la Coupe du Monde se transforment en cimetières pour les centaines de travailleurs immigrés privés de leurs droits les plus élémentaires. Et on pourrait en citer de nombreux. Face à ces exemples dramatiques, les questions fondamentales que nous avons à nous poser aujourd'hui sont simples, même si elles appellent des réponses complexes. Peut-on tolérer l'intolérable? Et que peut-on faire, nous, parlementaires français, pour contribuer à éviter qu'à l'autre bout du monde ne se produise à nouveau une catastrophe de cette ampleur? Pour que les victimes éventuelles à venir soient correctement indemnisées et que les chaînes de responsabilité soient mises à jour par la justice avec la plus grande transparence possible. Car la responsabilité des entreprises transnationales n'est pas qu'une question morale, c'est avant tout une question politique. Il y a un choix à faire, un chemin à déterminer, et c'est bien le rôle du pouvoir politique de le fixer. C'est également une question économique, ça a été évoqué, mais faute de temps, je n'y reviens pas, c'était le thème de mon intervention en commission la semaine dernière. Mais c'est pourquoi j'estime que la non-responsabilité des maisons mères est une anomalie, un non-sens moral, politique et économique. Au vu de l'ampleur des conséquences humaines, environnementales et économiques de la situation, l'État a sur ce point la responsabilité d'agir, et c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui dans cet hémicycle. Alors venons-en au contenu de cette proposition de loi. Quel est l'objectif du texte? Il est double: prévenir et réparer. Il va sans dire que l'on préférerait vivre dans un monde où la prévention se suffit à elle-même, mais les exemples qui ont été cités au cours de cette discussion générale prouvent que ce n'est pas le cas dans la pratique. L'arme qui est proposée pour atteindre ces objectifs est celle du droit et de la justice. La soft law a certes ses vertus, mais aussi ses limites. Quand il s'agit de respect des droits de l'homme sur les chaînes de production, le tout incitatif ne marche pas. Il convient dès lors de s'attaquer, ou plus modestement de commencer à s'attaquer, à l'irresponsabilité juridique des multinationales qui empêchent de remonter à la source de la décision, y compris dans des cas comme celui des étiquettes françaises retrouvées dans les
dans les décombres du Rana Plaza. Et sur ce point, j'ai vraiment la conviction que le droit doit évoluer. Alors, est-ce que tout serait résolu demain si cette proposition de loi était adoptée? Personne ne le prétend. Mais si les États qui abritent les sièges des multinationales ne prennent pas les devants, rien n'évoluera. La philosophie générale qui a présidé à la rédaction de ce texte a été justement de trouver un juste milieu entre le tout incitatif et le tout coercitif, dans le respect des grands principes édictés au niveau de l'OCDE et de l'ONU et ratifiés par la France. Il s'agit également de mettre les entreprises face à leurs engagements, car la majorité des grandes entreprises participent déjà à des initiatives sectorielles et conduisent des audits sociaux, tout en leur laissant évidemment la plus grande liberté quant aux moyens. S'agit-il de la seule voie possible pour parvenir aux objectifs précédemment énoncés? Nous n'avons pas la prétention de l'affirmer. Je rappelle au passage que ce devoir de vigilance, s'il n'est pas encore étendu à l'ensemble de nos entreprises, existe déjà dans certains secteurs, par exemple pour les banques, en matière de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Mais ce texte, il faut le constater, ne fait pas encore l'objet d'un consensus total. Bien qu'il soit largement soutenu, ça a été rappelé aussi, notamment par l'ensemble des syndicats et par de nombreuses ONG de la société civile, et qu'il soit massivement plébiscité par la population, si j'en crois de récents sondages d'opinion. J'en prends acte, bien que ce soit avec regret. Je note que les points de clivage sont parfois juridiques, mais souvent politiques. Je vous invite d'ailleurs, mes chers collègues, à ne pas être dupes lorsque des arguments en réalité fondamentalement politiques se drapent de juridisme. Je tiens toutefois à préciser que cette proposition de loi a fait l'objet d'un long travail de concertation juridique depuis près de 2 ans, à la fois ici, à l'Assemblée nationale, mais aussi au sein de la plateforme d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises, mise en place par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en 2013, et à laquelle j'ai l'honneur de représenter l'Assemblée nationale. Cette plateforme rassemble des organisations diverses, aux opinions souvent contradictoires, ONG, syndicats, représentants patronaux, experts. Elle a été dûment mandatée dans la loi d'orientation relative à la politique de développement et de solidarité internationale pour, et je cite, « mener la réflexion sur des mesures visant à une meilleure responsabilisation des entreprises multinationales et des donneurs d'ordre et étudier la possibilité de renforcer le devoir de vigilance incombant aux entreprises dans le cadre de leurs activités, de celles de leurs filiales et de leurs sous-traitants, afin de prévenir les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux qui peuvent en résulter. » Forte de ce constat, donné par la représentation nationale, la plateforme a conduit de nombreuses auditions au sein d'un groupe de travail spécifiquement dédié à ce sujet, et en particulier une dizaine de professeurs de droit et d'avocats ont été auditionnés. Ces débats n'ont certes pas permis de conclure totalement à l'absence de divergence sur le contenu de la proposition de loi, bien qu'ils aient indéniablement permis des rapprochements. Ils permettent en revanche de conclure bel et bien à la responsabilité du pouvoir politique, lui seul pouvant trancher ces débats et à juger si le droit doit évoluer ou non et comment. Les comptes rendus de ces auditions sont d'ailleurs publics. Chacun peut les consulter sur le site internet de la plateforme. Chacun pourra noter d'ailleurs que les juristes qui manifestaient des critiques vis-à-vis du texte ont tous proposé des voies d'action alternatives, dont certaines me paraissent d'ailleurs intéressantes à creuser. Dans ce contexte, j'ai pris acte avec regret du rejet de cette proposition de loi en commission des lois la semaine dernière. Et parallèlement, j'ai noté avec intérêt l'invitation faite par le gouvernement, même si elle apparaît pour le moins tardive, de redéposer un texte retravaillé, amélioré, sécurisé juridiquement. J'en prends acte, bien que je regrette que le débat n'ait pas pu commencer aujourd'hui, que les adversaires du texte de la PPL n'aient pas préféré amender le texte, quitte à proposer des solutions alternatives différentes du dispositif proposé dans la présente proposition de loi, mais répondant au même objectif. Cela nous aurait permis d'en débattre et peut-être de dégager un texte nouveau par voie d'amendement, argument contre argument, proposition contre proposition. Cela aurait aussi
permis d'éviter cette motion de renvoi en commission qui ne respecte pas vraiment le travail effectué pendant 2 ans par plusieurs parlementaires, des ONG et des juristes. J'ai bien noté vos propos, Monsieur le Ministre. J'attends maintenant, évidemment, des garanties claires et fortes et que ce qui a été annoncé se concrétise et permette effectivement d'atteindre les objectifs annoncés. 3 conditions me paraissent absolument nécessaires pour nous remettre à travailler sur le texte. D'abord, qu'un calendrier soit d'ores et déjà fixé avec des garanties pour que le nouveau texte soit discuté dans les meilleurs délais et sans attendre. Ensuite, que le nouveau dispositif allie bien lui aussi à la fois un volet prévention et un volet réparation, en faisant le maximum pour que le droit permette de remonter la chaîne des responsabilités et en ayant à cœur le souci de l'effectivité réelle. Cette condition me paraît absolument fondamentale. Enfin, que le nouveau texte fasse l'objet d'un travail de concertation avec nos alliés écologistes et de gauche, et avec tous ceux qui le souhaitent, mais aussi avec la société civile, notamment la plateforme RSE, un travail au moins aussi important qu'il ne l'a été pour la proposition de loi. En tout état de cause, et quelle que soit l'issue de nos débats ce soir, j'espère vivement, mes chers collègues, que vous aurez à cœur, aujourd'hui et demain, de défendre avec force les objectifs et la philosophie de cette proposition de loi, car les enjeux portés par ce texte sont cruciaux. C'est du monde meilleur que nous espérons léguer à nos enfants dont il est question.